Ils brillaient sur les écrans, et il semblait que leur gloire ne s'éteindrait jamais. L'âge d'or des années 60 aux années 90 avait apporté une multitude de talents. Mais derrière les applaudissements se cachait la solitude et le combat silencieux contre les démons intérieurs. Ils trouvaient leur réconfort au fond du verre trompeur, qui leur a tout pris absolument. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 10 anciennes stars célébrées, que la dépendance dévastatrice a englouties. Ils ont perdu une carrière prometteuse, leur famille proche et le respect de toute l'opinion publique. Avant de révéler ces destins glaciaux, appuyez sur le bouton d'abonnement et écrivez dans les commentaires quelle histoire de vie vous a le plus touché. Jean Carmet. Son visage déclenchait instantanément le sourire des spectateurs, qu'il aimait pour son talent comique et sa bonhomie naturelle. Mais derrière le masque du joyeux amuseur se cachait une âme vulnérable, incapable de faire face à la pression de la gloire. Bien que sur l'écran il distribuait la joie, en privé il menait un combat intérieur difficile. Avec le temps, il cherchait l'évasion du stress, là où les artistes trouvent un faux réconfort. Au début, c'était des vers innocents, mais ils devinrent bientôt une nécessité quotidienne sans laquelle ils ne pouvaient plus fonctionner ni affronter les pièges de la vie ordinaire. Les collègues de la profession remarquèrent bientôt des changements inquiétants. L'acteur fiable arrivait en retard aux répétitions, et sa mémoire, autrefois phénoménale, le trahissait. Les réalisateurs qui le distribuaient auparavant dans de grands projets commencèrent à hésiter. L'époque des années 70 et 80 lui apporta la gloire dans des films cultes, mais l'ombre sombre de la dépendance dominait déjà ses journées. Les proches essayaient de lui tendre une main secourable et le suppliaient de changer radicalement, mais il rejetait leurs efforts avec persévérance, avec le sentiment de contrôler totalement la situation. Cette illusion se dissipa cependant très vite. À mesure que les années passaient, les offres de films s'amenuisaient et il acceptait des rôles inférieurs pour financer son vice destructeur. Son apparence physique changea radicalement, il perdit l'éclat dans les yeux et sa démarche devint hésitante. Dans les années 90, il n'était déjà plus que l'ombre de l'artiste que la nation avait autrefois adulé. Il se retrouva dans l'isolement, abandonné par les gens de la profession qui avaient perdu la force de suivre son déclin inévitable. Il resta complètement seul, entouré seulement de souvenirs lointains. Le corps épuisé depuis longtemps par l'abus capitula finalement définitivement. Jean Carmet nous quitta en 1994. Le comédien légendaire est parti de ce monde dans la discrétion, loin de l'éclat des projecteurs. Il laissa derrière lui de merveilleux films et un immense regret pour le talent perdu dans la mer des désillusions. Serge Gainsbourg. Sa voix et son génie créatif appartenaient aux apparitions les plus marquantes de la scène musicale française et beaucoup le comparaient aux plus grandes légendes mondiales. Il chantait et composait avec une profondeur incroyable dans laquelle il projetait toute sa douleur et son immense soif de liberté. Le destin ne fut pas très indulgent avec lui et lui prépara un chemin difficile, plein de chutes abruptes. Dès sa jeunesse, il se heurtait à la résistance de la société bien pensante, ce qui le précipitait dans une rébellion continuelle. Cette pression extérieure commença, malheureusement, à l'atténuer avec les alcools qui l'entraînaient progressivement dans une obscurité totale. Au lieu de briller sur les plus grandes scènes de prestige, il passait de longues nuits dans des établissements enfumés de Saint-Germain-des-Prés, où la consolation liquide était devenue sa fidèle compagne. Chaque provocation, chaque scandale approfondissait son désespoir, et le forçait à fuir la réalité. La carrière de ce génie artistique ressemblait à des montagnes russes, les périodes lumineuses étant rapidement remplacées par des mois sombres, remplis de crises personnelles. Sa nature tumultueuse conduisait souvent à de grands conflits avec les autorités morales de l'époque. La spirale destructrice lui prenait non seulement les précieuses opportunités de travail, mais aussi la chose absolument la plus importante, sa santé chancelante. Les gens de son entourage proche observaient avec une tristesse immense comment un immense talent musical disparaissait sous leurs yeux dans la brume d'une consommation incontrôlable. Durant les années 60 et 70, il vécut certes plusieurs retours intéressants, mais les ombres intérieures étaient plus fortes que la volonté de se sauver. Il essaya de nombreuses fois de repartir sur des bases saines, mais les habitudes de longue date le renversaient chaque fois à terre, sans pitié. Au début des années 90, son corps fatigué refusait déjà de supporter la charge continuelle. Les organes, gravement endommagés par des décennies de mode de vie désordonnés, rendirent définitivement les armes. Cet artiste unique et irremplaçable rejoignit l'éternité en mars 1991. Son héritage vit dans les enregistrements mélancoliques jusqu'à aujourd'hui, mais l'ombre glaciale du potentiel tragiquement détruit restera inscrite dans l'histoire de la musique pour toujours. Patrick Dewaere, peu de gens pouvaient faire rire et pleurer le public avec une telle facilité et une telle noblesse que ce brillant acteur au talent brut, ses apparitions et ses scènes inoubliables avec ses partenaires devinrent une véritable classique du cinéma français des années 70 et 80.
Mais derrière le rideau, là où les caméras ne voyaient plus, se déroulait un tout autre drame sombre. Sa nature extraordinairement sensible le rendait vulnérable face aux tristesses profondes, qu'il essayait vainement de chasser au fond d'un verre plein d'amer oubli. Avec le temps, d'une évasion occasionnelle se transforma un rituel quotidien dévastateur. Le sourire qu'il distribuait aux millions de spectateurs devant les écrans n'était souvent qu'un masque parfaitement ajusté, sous lequel se cachait une immense souffrance personnelle. Les problèmes psychiques s'approfondissaient, et la dépendance aux substances narcotiques prenait progressivement un contrôle absolu sur lui. Bien qu'entouré d'amis du monde artistique qui réalisaient la gravité de la situation, les démons intérieurs étaient plus bruyants que n'importe quelle main tendue ou conseil bien intentionné. Au cours des années 80, son nom commença à être plus souvent associé aux scandales et aux représentations annulées qu'à de nouveaux succès créatifs. Les réalisateurs avaient peur de lui confier des projets importants, car sa fiabilité était devenue une pure illusion. Dans la presse apparaissaient des nouvelles inquiétantes sur ses tentatives répétées de départ volontaire et prématuré de ce monde. Chaque telle chute représentait un coût supplémentaire pour son estime de soi déjà décimée, ce qui le poussait inévitablement vers le seul et fatalement traître réconfort. Le triste destin de cet inoubliable acteur s'accomplit en juillet 1982. Patrick Dewaere avait seulement 35 ans. Le cinéma français perdit un talent incroyable que la cruelle maladie de l'âme avait lentement et douloureusement détruit. Francis Blanche, peu d'acteurs français purent incarner si magistralement les personnages pittoresques et exubérants, bien qu'il fût lui-même l'un des hommes les plus cultivés de sa profession. Le peuple s'éprit de lui comme d'un bouffon génial des comédies populaires. Dans la vie civile, c'était un intellectuel timide, sensible, qui cherchait un sens plus profond à l'existence. La différence abyssale entre sa nature et la case dans laquelle on l'avait enfermé lui causait une frustration immense. L'évasion de la réalité des années 50 et 60 commença à la trouver au fond d'un verre. L'alcool devint son compagnon inséparable, qui au début l'aidait à surmonter la timidité et l'insécurité sociale. D'une réunion occasionnelle se développa insidieusement une forte dépendance, qui commença à dévorer son talent. Dès que le rideau se fermait, il se précipitait en compagnie d'existences douteuses dans des bistrots perdus de Montmartre, où il pouvait oublier les compromis artistiques. Les réalisateurs commencèrent à ressentir la crainte face à son manque de fiabilité, et les offres pour les grands rôles s'espacèrent, son monde devenait plus sombre. Bien que ses amis proches essayèrent d'aider cet homme doux et lui recommandèrent une cure, le démon de la bouteille avait toujours une longueur d'avance. Avec l'arrivée des années 70, il semblait que la nouvelle époque pourrait lui apporter la paix intérieure et des opportunités créatives. Sa santé et son psychisme étaient cependant déjà dévastés par des années de style de vie malsain, de sorte qu'il ne pouvait plus reprendre son souffle. Il se repliait sur lui-même, perdait le contact avec la réalité. La fin de son histoire de vie est enveloppée dans un mystère glacial. Francis Blanche s'éteignit en 1974 à seulement 52 ans. Le génie artistique à l'âme immense s'en alla dans une solitude et un oubli complet. Dalida, elle incarnait l'élégance, le charme et la noblesse du glamour méditerranéen auquel des foules entières d'admirateurs étaient tombées à genoux. Son sourire rayonnait depuis les écrans et des couvertures de magazines, et il semblait qu'elle n'avait devant elle qu'un avenir baigné de soleil. Les revers du destin et les coups cruels de la vie frappèrent cependant cet être fragile sans pitié. L'immense gloire se dissipait progressivement, et à sa place s'installa la solitude étouffante qu'elle commença à calmer avec le remède traître des substances engourdissantes. Le médicament devint son seul soutien. Les années de souffrance personnelle lui avaient apporté des accusations cruelles et la condamnation de la société de l'époque, ce qui laissa sur son âme extrêmement sensible des cicatrices profondes et inguérissables. Bien que dans les années 70, elle reçut la chance de petits retours artistiques, c'était déjà un faible écho de la gloire passée. Les souvenirs douloureux et les misères physiques la forçaient de plus en plus souvent à chercher l'oubli rapide. Les flacons s'accumulaient dans son appartement de Montmartre, et de l'ancienne vedette adulée devenait une femme brisée et infiniment triste. Les créateurs ne lui avaient pas complètement tourné le dos, mais dans les coulisses du monde artistique, on savait bien pour son problème qui s'aggravait et qui affectait fondamentalement son engagement lors des tournages. On lui distribuait donc de préférence des rôles secondaires où elle ne pouvait pas compromettre le déroulement des tournages coûteux. Ces journées se transformèrent en une routine terne dans laquelle les médicaments et les verres jouaient le rôle principal. Les amis proches s'évaporaient progressivement et elle s'enfonçait dans un gouffre de plus en plus profond et effrayant d'isolement personnel. L'ancienne icône du music-hall avait perdu toute étincelle et tout désir de se battre. Elle finit par être dépendante des soins de gens complètement étrangers, dans son appartement qu'elle ne quittait presque plus. À la fin du mois d'avril 1987, son organisme épuisé capitula. Elle s'en alla dans un silence total, dans un retrait complet, abandonnée par ceux qui l'avaient autrefois applaudi avec enthousiasme.
Ne resta d'elle que le contraste glacial entre l'ascension rayonnante vers le sommet absolu et la chute tragique jusqu'au fond le plus profond. Michel Simon, depuis l'enfance, il se tenait devant la caméra et les spectateurs le percevaient comme un éternel original à l'irrésistible présence. La gloire précoce le catapulta parmi les visages les plus recherchés du cinéma français. Mais avec l'âge qui avançait, la case pittoresque devint plutôt un fardeau écrasant. La transition vers des rôles plus complexes ne fut pas du tout facile, et avec elle vint une immense insécurité intérieure. Le psychisme fragile et la pression croissante des attentes commencèrent progressivement à les atténuer de la pire façon possible. Les boissons enivrantes devinrent son faux ami. Dans les années 30 et 40, il avait tenté de profiter de sa célébrité pour s'ouvrir au monde. Mais les dettes astronomiques, les tromperies de compagnons douteux et l'immense stress quotidien arrivèrent. Cette situation de vie insupportable, il la réglait par la seule voie qu'il connaissait dans cette période sombre. Le boire sans fin le priva de sa lucidité, et l'acteur autrefois fiable commença à se perdre. Les réalisateurs s'en éloignèrent, car son manque de fiabilité lors des tournages avait dépassé la limite du supportable. Il se retrouva au bord du gouffre, étroitement suivi par les journalistes qui documentaient en détail chacune de ses chutes. Bien qu'il réussit finalement à rebondir depuis le fond total et à se sauver la vie nue, son statut de star avait été irrémédiablement détruit dans ses meilleures années. Le démon traître le priva des meilleures années de sa carrière, de prestige et de dignité humaine. Son destin dramatique est un puissant avertissement sur la façon dont un talent immense peut entièrement se noyer dans la mer des mauvaises décisions et de la ruine liquide. Il s'éteignit en 1975 à 80 ans, emportant avec lui des rôles exceptionnels et la nostalgie d'un génie qui avait gaspillé une partie immense de ce qu'il aurait pu donner. Jean Gabin. Il provenait du monde du spectacle populaire, et l'immense talent était en lui depuis la naissance. Son don l'éleva bientôt sur les planches et les écrans les plus importants, où il incarnait les rôles les plus difficiles, avec une bravoure accomplie. Dans les années 40 et 50, il appartenait à l'élite artistique reconnue. Mais la pression incessante sur sa nature libre et fière était dévastatrice. Il refusait de faire des compromis moraux, humiliants, et cet orgueil personnel lui coûta non seulement le succès. L'apaisement face aux pressions professionnelles et personnelles insupportables commença à trouver de plus en plus souvent dans le verre traître, qui lui procurait un soulagement momentané. Les pernod et les vins lourds devinrent son compagnon quotidien, l'aidant à survivre à la douleur de vivre sous des contraintes permanentes. Les démons du passé ne dormaient pas et la dépendance secrète s'intensifiait continuellement. Derrière le visage élégant de l'acteur se cachait un être épuisé, dont le corps était écrasé par de graves misères physiques. Le boire régulier lui donnait le faux courage d'affronter le public, mais l'usait implacablement. L'accumulation annuelle des graves complications de santé et des crises personnelles insurmontables le conduisit progressivement au bord du gouffre. Quand il n'eut plus la force de résister aux douleurs insupportables et à la dégradation psychique inévitable, il se résigna à un destin qu'il ne croyait plus pouvoir changer. Jean Gabin s'éteignit en novembre 1976, à 72 ans. Un artiste brillant, dont les forces furent épuisées par des décennies de combats silencieux contre lui-même, il laissa derrière lui un cinéma enrichi et le regret immense d'années gaspillées dans les brumes de l'alcool. Coluche, il disposait d'une énergie absolument inépuisable et d'un talent comique avec lequel il avait conquis chaque spectateur. Une façon de parler unique était devenue une qualité singulière qui le distinguait de ses collègues de la profession. C'était un véritable tourbillon qui ne pouvait rester en place pas même un instant. Derrière ce masque hyperactif se cachait un désir irrépressible d'adrénaline continuelle et un rythme de vie sauvage qu'il commença bientôt à combiner avec les boissons alcoolisées et les drogues. Le verre lui donnait simplement un faux sentiment de totale intrépidité et de force immense. Au cours des années 70 et 80, il se comptait parmi les visages les plus populaires et brillait dans de nombreux films et spectacles. Avec le succès grandissait aussi sa préférence pour les fêtes tapageuses, qui se terminaient souvent bien après minuit. Sa passion pour les coups risqués et sa faiblesse notoire se transformaient sous l'influence des liquides enivrants en un véritable jeu de hasard. Les créateurs commencèrent cependant à avoir des inquiétudes de plus en plus grandes et sérieuses face à son comportement irresponsable. À l'orée de la décennie suivante, sa situation de vie avait complètement échappé à tout contrôle sain. Les rôles importants disparaissaient rapidement, car le risque d'un artiste imprévisible lors des tournages coûteux, peu de gens se le permettaient. La perte du prestige professionnel et les crises personnelles profondes, il les compensait par une consommation encore plus massive du liquide traître. Ses amis l'avertirent à de nombreuses reprises que ces cascades en état d'ébriété ne finiraient pas bien, mais ils ignoraient leurs conseils. Il croyait en son invincibilité et ne percevait pas du tout la chute qui s'approchait dangereusement. Ce style de jeu de hasard, au bord du précipice, exigea finalement la taxe absolument la plus élevée imaginable. En juin 1986, lors d'un accident de moto,
Les sens émoussés de Coluche le trahirent fatalement. Le phénoménal amuseur quitta ce monde à seulement 42 ans. Rému, sa voix rocailleuse et son génie devant la caméra avaient défini toute une époque cinématographique et apporté à la France l'atmosphère authentique du Midi provençal. Il appartenait aux légendes du cinéma français, mettant dans ses rôles un morceau de son âme extrêmement sensible. La vie d'artiste originaire du peuple signifiait cependant un carrousel continuel de bistrots enfumés, de Marseille et de soirées bohèmes interminables. C'est précisément dans ce milieu sauvage qu'il trouva son plus grand, mais en même temps son plus traître allié, sans lequel il ne pouvait bientôt plus jouer un seul rôle. Au cours des années 30 et 40, il rayonna pleinement dans ses meilleures œuvres. Il se gagna des milliers d'admirateurs fidèles, mais le succès sur les plateaux allait de pair avec un style autodestructeur. Il souffrait depuis longtemps de problèmes de santé que sa consommation colossale de pastis ne faisait qu'aggraver. Cette combinaison cruelle devenait progressivement son triste quotidien. Et les boissons enivrantes lui procuraient un faux soulagement face aux problèmes de santé grandissants. Les amis observaient avec douleur comment ce comédien perdait lentement ses forces et dépérissait sous leurs yeux. Tout conseil sur un traitement spécialisé, il le refusait avec obstination, car la vie sans sa béquille liquide, il ne pouvait plus se l'imaginer du tout, et s'était résigné à son sombre destin. Le corps soumis à des décennies de traitements impitoyables rendit finalement les armes. Rému s'éteignit en septembre 1946. Il n'avait que 58 ans. Ne restèrent de lui que de puissantes incarnations au cinéma, et la tristesse immense face au départ d'une légende, dont la flamme avait été éteinte par le démon au fond du verre. Barbara, elle incarnait l'élégance sombre et la sensibilité à fleur de peau de la chanson française, auquel des foules entières d'admirateurs avaient succombé. Sa voix de velours irradiait depuis les scènes du Bobino et de l'Olympia, et il semblait qu'elle avait devant elle qu'un avenir lumineux. Les coups du destin et les tragédies personnelles qui jalonnèrent sa vie frappèrent cependant cet être si fragile, sans pitié. L'immense gloire ne put combler le vide profond qu'il habitait, et à sa place s'installa la solitude étouffante qu'elle commença à calmer avec des substances qui l'engourdissaient progressivement. Le médicament et les sédatifs devinrent son unique soutien. Les années de souffrance personnelle laissèrent sur son âme extrêmement sensible des cicatrices profondes et inguérissables. Bien que dans les années 80 elle reçut encore la chance de grandes tournées, c'était une lutte quotidienne pour maintenir la façade. Les souvenirs douloureux et les défaillances physiques la forçaient de plus en plus souvent à chercher l'oubli. Les proches observaient avec une tristesse immense comment une immense artiste disparaissait sous leurs yeux dans la brume d'une consommation incontrôlable. Les créateurs ne lui avaient pas tourné le dos, mais dans les coulisses, on savait bien l'étendue de sa fragilité, qui affectait fondamentalement son engagement sur scène. Elle continuait cependant à se battre, portée par un public qui l'aimait profondément. Ses dernières années furent marquées par la maladie et l'épuisement. Barbara s'éteignit en novembre 1997, à 67 ans. Elle s'en alla dans la douceur d'un soir d'automne, emportant avec elle des chansons immortelles et la nostalgie incommensurable d'une artiste que la vie avait tant éprouvée. Ne resta d'elle que le contraste glacial entre l'ascension rayonnante vers le sommet absolu et les dernières années sombres traversées dans la douleur et l'épuisement. Et ses chansons, pour toujours. Ces 10 légendes du cinéma et de la chanson française nous rappellent une vérité universelle. La gloire et la célébrité n'effacent pas les douleurs profondes. Derrière les sourires lumineux sur le grand écran se cachaient des âmes consumées par la peur du lendemain, par la maladie, par la solitude ou par des démons qu'ils n'ont jamais pu vaincre. Écrivez dans les commentaires quel destin parmi ces légendes vous a le plus touché. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la clochette maintenant.